Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce dimanche 26 juillet 2026 devant une cryptomap qui est un petit peu verte, qui fait plaisir. Donc depuis samedi matin, on a les cryptos, que ce soit Bitcoin, Altcoin, qui grappillent, qui montent tout doucement. Par contre, comme je vous dis ce matin dans la vidéo sur Canal VIP, attention quand même, il y a des petits canaux haussiers pas très jolis pour annuler ces structures qui ont plus de probabilité de casser la baisse. Il faudrait que ça continue de monter. Donc si on a un petit dimanche qui continue comme ça, avec une petite montée, pas énorme, hein, mais vous voyez que ça continue à grappiller, ça commencera à annuler ces canaux aussi, parce que pour l'instant, attention, ça sent pas trop la rose. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous ai envoyé sur le Canal VIP ce matin. Au niveau de Wall Street et de la bourse, donc ça a clôturé toujours dans le rouge. Attention, le Nasdaq vendredi, sachant que vendredi la semaine dernière, le Nasdaq avait clôturé dans le rouge et la semaine n'a pas été jolie. Donc pour l'instant, les valeurs tech se font pas mal vendre. Donc on aura la réponse ce soir, sachant que les futurs sur le Nasdaq ont clôturé dans le rouge aussi vendredi soir. Donc si c'est la continuité de vendredi cette nuit, on aura les futurs Nasdaq et SP500 dans le rouge et les indices asiatiques peut-être encore dans le rouge, que je n'espère pas, mais vendredi, le marché asiatique a clôturé dans le rouge. Donc si on n'a pas de belles news géopolitiques, surtout Hormuz et un baril qui continue de baisser, ça sera pas beau. Donc tout va dépendre de ça. Si ce soir, à minuit, les futurs ouvrent ici sur le baril dans le rouge, ce sera une bonne news. Donc, on va falloir serrer les dents et voir ce que ça donne. Alors, le marché crypto descend ici dans le Crypto Fear Index, parce que bon, ça sent pas trop la rose. On est à 26 au niveau de la map mondiale. Donc, Bitcoin depuis samedi remonte tranquillement. Bon, c'est à peu près tous les altcoins depuis qu'on a fait ces petites chutes aux 65 500 pour aller chercher les 63 000 à peu près 600. Vous voyez, depuis samedi matin, on grappille. Mais attention à ce genre de canal. Il faudrait que ça continue à monter. Et là, on met une croix dessus. Mais pour l'instant, il faut faire attention. Ça, c'est pas des structures très jolies. Le Brent qui est toujours très haut, le WTI pareil, ce qui fait monter le dollar, ce qui fait monter tous les rendements du monde, le 10 ans américain, 10 ans français, 10 ans allemand, on le voit tous les jours, font que monter à cause de ce conflit géopolitique ou dans le Golfe. Et malheureusement, ça met une grosse pression sur les actifs à risque. Pour ça que ça soit Bitcoin, l'SP500, le Silver et le Gold, qui sont des actifs sans rendement. C'est pour ça qu'ils corrigent, Silver et le Gold, parce que lorsque vous achetez la dette étatique, vous avez des rendements 4,5% par an. Tandis que là, le Gold et le Silver, ça donne pas de rendement. C'est comme Bitcoin, ça donne pas de rendement, malheureusement. Niveau macroéconomie, donc ça va être une semaine assez chargée. Vous allez voir, j'y reviendrai tous les jours. On aura chiffre de l'emploi américain. On aura la décision de la Banque centrale américaine mercredi soir concernant ces taux et la conférence de presse de Kevin Warsh. On aura aussi de l'information sur l'Europe. On aura le chômage européen qui va tomber, le PIB européen qui va tomber. On aura l'inflation américaine qui va tomber jeudi, donc grosse journée jeudi aussi. Et vendredi, on finira par la Banque centrale japonaise sa décision concernant les taux, ainsi que l'inflation en Europe. Donc une semaine assez chargée quand même au niveau macroéconomie. Donc pour ça, on va faire attention. Pour l'instant, les investisseurs commencent à pricer les deux hausses de taux qui devraient arriver peut-être, potentiellement, pour d'ici la fin de l'année, parce que jusqu'en décembre, ce serait 2 hausses de taux. C'est pour ça que le marché est pas joli. Pour ça qu'on a aussi les taux qui montent ici sur le marché secondaire. Et en plus, au niveau earning, regardez-moi ça, c'est blindé. La semaine prochaine, c'est une des plus grosses semaines du trimestre. Avec lundi, on va ouvrir avec AstraZeneca, on aura du Coca-Cola, et après on aura les monstres. On aura du PayPal, du Boeing, on aura du PS, et surtout ce qu'on va surveiller, c'est mercredi soir, Microsoft, Meta, Robinhood, puis après jeudi soir, Apple, Amazon, tous les monstres là. Il y aura Mastercard, il y aura Reddit. Tous les jours, ça va swinguer. Donc, si vous pensez la semaine prochaine pouvoir vous dorloter tranquillement au bord de la plage, vous pouvez. Par contre, au niveau macroéconomie et au niveau microéconomie, ça va swinguer. Espérons qu'au niveau géopolitique, Hormuz, ça se calme un petit peu. Sinon, on va pas savoir où mettre les yeux. Donc, je vous tiendrai, bien sûr, on regardera ça en détail tous les jours, comme d'habitude. Au niveau des news, oui, la semaine était moche et finit moche. Après BitMEX, c'est maintenant Bitmart qui a annoncé fermé bientôt. Alors après, ils partent pas comme des voleurs. Donc le 26 juillet 2026, aujourd'hui, c'est les nouvelles inscriptions, les dépôts et les nouveaux ordres d'échange sont suspendus. Jusqu'au 26 août, le 26 août pile poil, tous les services seront interrompus et jusqu'au 31 janvier 2027, les opérations de la plateforme cesseront officiellement. C'est la date. Donc en gros, ils laissent 6 mois aux gens à peu près pour retirer leurs fonds. Donc ils disent que
Les services de retrait demeurent disponibles et ils encouragent les utilisateurs à clôturer leur position et à retirer leur actif le plus tôt possible. Donc ça, c'est même directement de Bitmart sur ici Twitter. Donc moi, ce matin, voyant ça, j'ai essayé de retirer, j'avais à peu près 1500 USDT qui traînaient. Pour l'instant, ils sont pas partis. Bon, ça fait quand même quelques heures. Donc, espérons que c'est juste qu'ils vont remettre ça. Il y a aussi un lien pour l'annonce complète. Vous avez ça sur Bitmart. Et donc, il y a tout un blabla. Voilà, ils expliquent tout ça. Alors, bon, ils mettent quand même des dates assez larges. C'est comme BitMEX. Hein. C'est pas genre on part et on s'en va avec l'argent et au revoir. Ils disent en gros, bon ben voilà des dates, sachant que là, on peut soumettre une demande d'assistance. C'est ce que j'ai fait moi. Ouais, j'avais 1500 $, j'avais laissé là-bas, et donc j'ai fait une demande pour dire bon ben c'est quand que ça va sortir. Donc c'est assez chiant, c'est vraiment, moi ça me gonfle clairement. Ça me rappelle il y a 10 ans qu'on l'échange où j'avais tout affermé, où j'ai perdu tout, la totalité. Donc ça, vraiment, des échanges qui clôturent, c'est atroce. Alors moi, quand l'échange avait fermé, c'était un matin, je me réveille et il y avait plus rien, quoi. Voilà, là, c'était fini. Tandis que là, BitMEX et Bitmart, là, font des annonces, ils disent, voilà, on vous encourage à retirer vos fonds. Et en gros, on a jusqu'au 31 janvier 2027 pour retirer nos fonds. Mais ça fait toujours embêtant. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai demandé à BingX, vous ça va? BingX, oui, ça va très bien de leur côté, il y a aucun problème. De toute façon, il y a l'arbre de Merkel qui tombe tout le temps. BingX ont plus de 100% largement de tous les actifs. Et l'arc de Merkel, si vous dites ce qui était sorti il y a pas mal de temps, Binance aussi envoie l'arbre de Merkel et compagnie. Bitmart ne le faisait pas. Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient pas top, on sait pas. En tout cas, pour BingX, ça va bien. J'ai eu encore confirmation ce matin, sachant qu'il y a deux choses qui lient aussi Bitmart et BingX, c'est leur token. C'est-à-dire Bitmart et BitMEX, les deux échanges là qui ont annoncé arrêter leur activité cette semaine, ils avaient un token tous les deux. Donc il y avait le token Bitmart qui a pris moins 60% dans la tête, c'était avant-hier je crois, hier, non je crois que c'est hier, oui. Et après BitMEX pareil, le token s'est effondré. Et donc vous voyez, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous me disaient ces dernières années, est-ce que BingX vont faire leur token? Et BingX dit non, on fait pas de token parce que c'est une arme à double tranchant. Quand ça va bien, ok, on est content, on gagne des sous. Quand le token s'écroule, ça peut faire très mal à l'échange. Et là, Bitmart et BitMEX ont un lien, c'est que leurs deux tokens se sont écroulés totalement. Est-ce qu'ils mettaient pas un petit peu trop, on va dire, de leur trésorerie dépendait pas un petit peu trop de leur token, genre FTX c'est pareil. FTX, le token, s'est écroulé et c'était la fin d'FTX. Hein. C'est l'écroulement du token qui a fait la fin d'FTX. Donc comme quoi, un échange qu'un token, faire attention, parce que si le token s'écroule, l'échange, il prend très cher. Bon, donc je vous laisse regarder l'annonce, je vous tiendrai au courant dès que mon retrait sera fait. Ça serait bien, ça voudrait dire que bon, finalement, les retraits sont bons. Peut-être que là, les retraits, ils les font tout doucement, j'en sais rien. Bon, on va tenir au courant, mais ça fait vraiment chier ce genre de news. Bon, deuxième news ici. C'est Fidelity Digital Asset, donc un géant de Wall Street qui brasse 7 000 milliards de dollars d'actifs, qui nous dit que l'offre de Bitcoin investisseurs à long terme atteint un nouveau record. C'est l'analyse chez eux qui s'appelle Zach Wainwright qui nous dit que les investisseurs long terme, c'est, on va dire, la donnée on-chain la plus importante à suivre. On a 15 millions de Bitcoin qui sont immobiles depuis au moins 155 jours. Donc, les investisseurs long terme, les LTH, long term holders, c'est ceux qui ont du Bitcoin depuis plus de 155 jours. Et il y a 15 millions de Bitcoin qui n'ont pas bougé depuis 155 jours. Et historiquement, lorsque il y a une grosse accumulation par les long-term holders, c'est lors des marchés baissiers. Et lorsque ici il y a les marchés aussi, les bull run, ils vendent quoi. Clairement, il y a eu ça juillet de l'année dernière. Les long-term holders ont commencé à vendre. Et c'est là où je vous ai dit, moi, je prends des profits aussi parce que ça sent pas très bon. Là, c'est le contraire. Ils accumulent. Ce graphique le montre ici. Donc, en gros, en bleu, c'est la supply, la détention des bitcoins, des long-term holders a fait que monter d'un année depuis 2014. Donc, il y a des périodes de baisse. En gros, les baisses, c'est les bull run, hein. C'est les marchés aussi, hein. Et les montées, c'est les bear market. Et donc, lorsque ici, il y a une supply qui est énorme dans les mains des long-term holders, clairement, c'est la fin du marché baissier et c'est après le bull run qui se fait. Et quand le bull run se fait, c'est là où il décharge un peu. Et donc là, on est dans une grosse période d'accumulation comme on a eu. Alors, ça dit pas exactement quand est le bottom, hein, clairement, mais c'est une très bonne news du fait que les détenteurs à long terme continuent d'accumuler. Et on peut voir que l'offre historique de Bitcoin, on n'a jamais vu ça, et dans la main des long-term holders. Hein. Donc là, vous voyez, c'est les long-term holders qui accumulent de plus en plus de Bitcoin. Il y a quasi 15 millions, vous voyez, de Bitcoin dans la main des long-term holders. On n'avait jamais eu ça. Par exemple, en 2014, il y avait seulement 7 millions de Bitcoin qui étaient dans la main des long-term holders.
Donc très bonne news, sachant que là en ce moment, alors ce que vous voyez en bleu, c'est l'échelle à droite, c'est la supply qu'il y a dans les poches des long-term holders, c'est bonne news, et à gauche c'est le pourcentage de Bitcoin en perte. Et on voit que lors des anciens marchés bear market, la quantité de Bitcoin en perte dépassait 40% pour les 2 premiers bear market et qui était au niveau où on est maintenant pour 2022. C'est-à-dire en 2022, le bottom a été fait lorsque les long-term holders étaient en perte un petit peu moins de 40% d'entre eux, et là c'est à peu près pareil. Donc est-ce que le bottom est tout de suite maintenant? On n'en sait rien, bien sûr. Mais est-ce que il est pas loin? Je pense que oui, hein, c'est l'idée. Donc en gros, on a 40% d'eux qui affichent une perte latente. Par contre, ils continuent d'accumuler. Donc ça, c'est signe de conviction. Vous voyez, ça c'est très bonne news. Pour l'instant, Bitcoin s'échange à 50% en dessous de son sommet d'octobre de 126 000 $. Savoir que les précédents bear market, on a vu moins 70, moins 80, moins 90, donc avec quand même un bon signe de maturité. C'est ce que nous dit C. Wainwright, qui nous dit plusieurs indicateurs on-chain approchent des niveaux historiquement associés au creux des cycles de marché du Bitcoin. Il reste à voir si ces signaux marquent effectivement un point d'inflexion. Point d'inflexion, c'est le bottom, hein. Mais les données sur les détenteurs long terme semblent aller dans ce sens. Voilà, c'est exactement ça. Donc, quasi 40% des long-term holders en perte, avec une accumulation historique. On n'a jamais vu autant de Bitcoin dans les poches des détenteurs long terme. Très bonne news. Hein. On a Benjamin Cohen ici, donc un analyste très connu, qui pense que lui, le bottom sera au dernier trimestre, 4e trimestre de l'année, hein, donc octobre, novembre, décembre, qui est le trimestre le plus bullish de Bitcoin. Hein, donc octobre, novembre, décembre, c'est vraiment le meilleur trimestre à chaque fois historiquement du Bitcoin. Il pense que le Bitcoin peut aller chercher vers les 44 000 $ et pousser. Bon, chacun a droit après, bien sûr, de donner son analyse. Hein. Fidelity, eux, ne disent pas, ils se prononcent pas sur le bottom, ils disent juste, ok, ça sent plutôt bon, mais faire attention, par exemple, on sait que août, c'est pas un bon mois. En plus, lors des 3 dernières années d'élections de mi-mandat, comme on a cette année, on a eu des baisses entre moins 15 et moins 18 sur Bitcoin. Donc, vu qu'on a aussi une élection de mi-mandat qui va tomber, est-ce qu'on va prendre cher en août, en septembre? Ça reste possible, bien entendu, on sera là pour surveiller. Et vu que les mauvaises news sont toujours ensemble, hein, c'est le taux d'emprunt en France hein, qui franchit un cap historique, et oui, Cocorico, champion de la dette, champion des emprunts et champion des taxes. Vraiment, on est tellement champion dans plein de choses qu'on est fiers hein, de ce pays magnifique. Donc le taux d'emprunt de la France qui a dépassé 4% pour la première fois depuis 2009. Et oui, donc le pays emprunte un taux d'intérêt énorme. On le voit tous les jours, hein, le 10 ans français, 10 ans allemand, 10 ans italien, le 10 ans américain, on les regarde tous les jours. Et oui, on est bien au-dessus des 4%. La dernière fois qu'on était au-dessus des 4%, c'était dans les années 2000, la bulle Internet, la crise des subprimes. Alors bon, certains vont dire, oh mon Dieu, il va y avoir une crise qui va arriver. Alors c'est pas obligé qu'une crise arrive, hein. C'est juste que les emprunts sont élevés. En Allemagne, les emprunts sont un petit peu plus bas, 3,2%. Après, c'est le marché qui fait l'emprunt. Le marché a toujours raison. Si le marché fait monter les taux à plus de 4%, c'est que les investisseurs réclament des rendements plus élevés pour pouvoir acheter la dette. Hein. Simplement, lorsqu'un pays, les investisseurs n'ont plus confiance à un pays, ben les rendements explosent à la hausse. Parce qu'ils sont là, ils disent, OK, on vous achète votre dette, par contre, il faut donner plus de rendement. Voilà. Tandis lorsqu'un pays où on est sûr qu'il va rembourser, en tout cas, on a plus serein, ben les taux sont plus bas. Vous voyez, les taux en Allemagne sont plus bas parce que ils préfèrent largement la dette allemande que la dette française. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, écoutez, bravo, nouveau record. Donc maintenant, la dette, hein, rien que le paiement des rendements, c'est le premier poste de l'État français, 64 milliards d'euros. Mais juste payer la dette, c'est comme si vous aviez plein de crédits dans une banque et rien que payer le remboursement de vos crédits, c'est 64 milliards d'euros. Et attention, nous, le crédit, c'est qu'on paye tous les mois un petit peu, et au bout de 20 ans, 10 ans, il est fini. Là, c'est pas pareil, attention. Hein. Là, vous payez un rendement, l'État paye un rendement tous les ans, et au bout de 10 ans, il doit rembourser l'emprunt global. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réemprunte pour rembourser l'emprunt global, et c'est reparti pour un tour. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, le taux d'emprunt à 10 ans, quand il monte, quand le 10 ans français, 10 ans américain monte ici sur le marché secondaire, ça fait monter tout le reste. Et oui, quand les obligations étatiques poussent, les taux poussent, les taux immobiliers poussent, il y a tout qui pousse derrière. Hein, c'est ça qui fait la pluie et le beau temps. C'est le marché qui décide, les investisseurs qui décident, comme d'habitude. Et la Banque centrale qui pourrait aussi monter ses taux pour continuer l'inflation, si on nous dit Christine. Voilà, donc comme d'habitude, eux tout en haut, ceux qui dirigent avec les pieds, et c'est qui trinque, c'est nous. Voilà pour cette superbe vidéo news qui donne pas envie, clairement. Hein. Bon, c'est comme ça malheureusement. J'espère qu'il y aura des meilleures news qui vont tomber. Je fais des bisous les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux Discord et Telegram pour discuter. Je vous dis à tout à l'heure, bye bye.